Jabroni, Yes, tu es dans le code. Comment vas-tu? Ah, moi je vais très bien, Mehdi. Pareillement. Très bien, et toi, comment tu vas? Pareillement. On peut dire, on s'était vu à l'interview de Flemme, quand Flemme était venu ici. Ouais. T'étais avec lui, c'était au moment où vous alliez sortir le projet Fait divers, Exactement, ouais. qui est ton projet précédent. On va en parler, bien sûr. Là, tu reviens avec un nouvel album. Ah Premier oui. album. Premier album, on ouais. peut le Il dire. était temps, frère. Il était temps. Il était temps. Je pense qu'avec ce que j'ai pu faire avec Fait divers, et j'ai beaucoup appris même. Ouais. Et je voulais aussi faire un album parce que où j'allais gérer un peu, on va dire, parce que Fait divers, c'était vraiment, tu sais, du 50-50, dans le sens où Flemme, il avait son univers, moi j'ai Ouais. mon univers, donc il fallait trouver tu sais, une cohérence et un fil conducteur Ouais. entre les deux. Donc ça s'est très bien passé. Mais moi, je voulais aussi tu sais, tester un truc par moi-même aussi. Ouais, avoir ramené encore plus ta DA à Ramener toi et piloter le exactement, projet, en fait. Exactement, tu vois. Là, je dirais que le prochain projet, c'est plus la continuité de ce que je faisais avant Fait divers, tu vois. Ok. J'ai sorti un EP qui s'appelle Exorde. C'est ce que tu disais d'ailleurs au moment de la sortie de Fait divers. Tu disais, pour moi, c'est une parenthèse, ce projet. C'est un projet commun, en fait. Exactement. Avec tu vois. Flemme, Ouais. et après, vous reprenez votre carrière et Voilà, vous allez exact- peut-être bah, revenir à bosser ensemble un C'est jour. exactement dans la même mental. Flemme, on était dans la même mental, tu vois. Ouais. C'est exactement ça. C'est-à-dire, ce projet-là, moi, je faisais mes trucs. Flemme, il faisait ses trucs. Il a kiffé ce que je faisais. Il m'a dit, écoute, frérot, viens, vas-y, on stoppe ce qu'on est en train de faire. On fait un truc. Après, on voit ce que ça donne, tu vois. Justement, parce que moi, je vais être très honnête avec toi, je découvre ton existence quand Flemme me parle de toi. Sur Insta. Incroyable. On se parlait sur Insta, et c'est vrai que j'étais passé à côté d'Exorde, en vrai, même de NSI. Qui est pourtant un morceau que j'ai redécouvert après, que je trouve trop chaud. Même j'ai le sentiment que c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à un peu parler de toi, Exactement, NSI. ouais. Je t'avoue que moi je suis passé à côté à l'époque, donc je découvre quand Flemme m'en parle, et Flemme il me dit quoi? Il me dit ouais, je vais faire un projet de R&B. Tu vois, c'est comme ça qu'il me prend le gars. Mais de R&B thug, hein, tu vois. Et je fais ah ouais, Flemme, tu sais, que tel que tu l'imagines à l'époque, même si maintenant il a fait d'autres choses, en vrai, il a prouvé qu'il savait faire plein de trucs. Mais je suis surpris. Et après, en fait, je creuse et je découvre un peu qui tu es. Et en fait, on se rend compte que tu fais de la musique depuis presque 10 ans maintenant, en fait, de manière Exactement. vraiment importante. Concentrée, ouais. Exactement. Quand est-ce que toi, tu commences à faire de la musique, justement? C'est 2015, c'est ça, en tout cas, que tu t'y mets vraiment? 2015, en tout cas 2015, quand j'étais au lycée, Ouais. j'avais décidé de me lancer sérieusement dans la musique, parce que j'ai toujours un peu fait de la musique, tu sais, mais en cachette, tu vois. J'ai toujours un peu fait de la musique, parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup à Villeneuve-Saint-Georges. Ouais. Et tu sais, quand t'es entouré des culs avec tes gars du Tchex et tout, C'est mal vu, genre. c'est mal vu de chanter, mec. Tu Ouais. imagines, t'es là. T'as tu- jamais rappé? Parce que t'as une écriture de rappeur un peu parfois. C'est vrai. Ouais. Mais je pense c'est un peu avec Flemme aussi que j'ai poussé ce truc-là. Ok. Tu vois, c'est en bossant aussi avec Flemme sur Fait divers que j'ai voulu vraiment aussi ramener, tu sais, trouver une cohérence entre rap et le chant. Ok. Tu vois. Et c'est ça qui a fait qu'en fait, je peaufine l'écriture aussi comme un rappeur, quoi, tu Ok. vois. Mais en tout cas, frère, à Villeneuve, tu sais, avec mes gars et tout, moi, quand je t'ai dit, moi, j'étais un chanteur, c'est-à-dire, moi, j'ai chanté du Julio Iglesias, du Chris Brown, frère. Gros, c'est relou, frère. Ah, Julio, tu le files sur l'album en plus. Ah C'est oui. vraiment, c'est important pour toi, Ah, Julio. c'est très important pour moi. Lui, ce grand monsieur, je rêve de le rencontrer, moi. Ok. Ah oui, je rêve. Je sais pas, il habite où, mais moi, Je sais pas frère, non plus. je le chercherai. Faudrait que je lui parle, franchement. Parce que du coup, toi, quand tu commences à... Déjà, toi, t'as grandi au Congo. Exactement. T'écoutais quoi quand tu découvres la musique? C'était justement, c'est Julio Iglesias, t'as grandi avec ça, avec peut-être Michael Jackson aussi, j'imagine. Beaucoup, plus Michael Jackson que Julio. Ok. Plus Michael que Julio. Mais Julio, j'ai découvert sa musique, c'est grâce à mon père aussi. Parce que quand j'étais au Congo, mon père, il était déjà ici, mais Ouais. il faisait des allers-retours. C'est-à-dire, il était venu en 2006, je me rappelle. Tu sais, il avait des baladeurs et tout avec lui, à l'époque de baladeurs. Tu vois, moi, j'ai connu ça un peu, tu vois. Ah ouais. Via ton père. Via mon père. Tu vois, il avait des cassettes, il mettait Julio, vous les femmes, Ouais, tu vois. le tube. Et moi, je kiffais, tu vois, à l'époque. Ok. J'étais grave fan. Et depuis là, j'avais pas réécouté, tu vois. Et bizarrement, c'est que là que j'y redécouvre le truc. t'y es en remis, fait, ouais. et je suis très fan de ce monsieur. Du coup, quand t'es petit, après on va revenir sur le moment où tu fais de la musique, mais du coup, quand t'es petit, tu te prends Michael Jackson comme le monde entier, je pense, de toute façon, à cette Oh là époque-là. là là là. Mais est-ce que ça te donne directement, comment dire, un amour de la musique, ou c'est juste quelque chose que t'écoutes? Parce que moi, quand j'étais petit, j'écoutais Michael Jackson, mais j'ai pas fait de la musique après, Ok. tu vois. Est-ce que toi, qu'est-ce que ça te procurait la musique? Est-ce que directement t'as eu envie d'en faire? Parce qu'on comprend aussi quand on écoute ton album que la musique c'est trop important. Tu sais, c'est le morceau Esclave de la mélodie où justement on comprend à quel point c'est vital même pour toi. Est-ce que ça l'est dès le début? Dès le début, je pense que je réalisais pas encore à quel point j'étais attaché à la musique. Mais en fait, Michael, quand je l'écoutais, je sais pas comment te dire, mais tu sais, il dégageait un charme, tu sais, dans sa voix.
Et sa mélodie me touchait tellement profondément que je me disais, mais comment un humain peut faire un truc qui peut autant toucher quelqu'un comme ça? Ouais. Du coup, moi, je me rappelle quand je partais, j'étais en maternelle, je crois, j'ai chanté Don't stop till you get enough. Tu vois, à mes potes et tout à l'école. Ouais. Du coup, c'est à partir de ce moment-là, j'étais très très petit, mais je savais que j'avais peut-être une petite belle voix. Parce que les gens ils me disaient, oh, mais le petit là, il chante bien, tu vois. Mais je pense que Michael, frère, l'envie de vouloir vraiment faire de la musique me vient de lui, ouais. Ok. J'imagine le nombre de gens dans le monde qui doivent dire ça. C'est Frère, incroyable l'impact qu'il a eu. Mec, ce mec-là, je pense qu'il y aura plus jamais un artiste qui va autant me choquer que lui. T'as dit quelque chose d'important, effectivement, t'as parlé de ta voix quand t'étais petit. C'est vrai que t'as une voix particulière. À quel moment tu comprends ça aussi, et peut-être aussi à quel moment tu l'assumes, parce que t'as une voix qui peut aller parfois dans les aigus, parfois un peu plus grave, etc. Mais t'as une voix qui est pas commune en tout cas. Est-ce que tu l'as compris très vite ça? Est-ce qu'on te l'a dit? Est-ce que t'as réussi à l'utiliser très vite? Comment ça s'est passé un peu cet apprentissage de ta propre voix? Ok, c'est une bonne question que tu me poses, parce que Merci. je l'ai compris quand j'étais rentré dans la chorale au Congo, parce que j'étais choriste. À 11 ans, c'est ça? Non, je pense plutôt même. Plutôt, je pense, ok. Ouais, plutôt. J'ai été choriste, et comment on m'a recruté en fait dans la chorale, en fait, c'était... en gros, ils faisaient des répétitions juste à côté de chez moi. Moi, j'aimais trop. Des fois, j'ai passé des heures à les écouter, en fait, à les regarder comment ils chantent. Et un jour, comme ça, je suis allé proposer, en fait, au chef du groupe. Ok. Je lui ai dit, monsieur, écoutez, moi, je suis grave fan de ce que vous faites. Moi, j'aimerais bien chanter et intégrer la chorale. Il m'a regardé, il m'a dit, mais en fait, non, t'es trop jeune. Attends un peu, dans 2 ans, quand tu seras un peu plus âgé, tu reviens. Là, on te prendra, mais là, t'es trop jeune. Je lui ai dit, j'étais grave blessé. Parce que moi, c'était comme une insulte. C'est comme s'il me disait, en fait, tu sais pas chanter. T'es pas assez bon. Ouais. Mais je me suis dit, attends, ok. Maintenant, ce que je commençais à faire, c'était quoi? Pendant qu'eux, ils s'entraînaient, ils faisaient la répétition et tout, moi, je me cachais à côté et j'ai chanté, en fait. Ok. J'ai chanté et tout. Et un jour, ils ont fini de chanter, leur répète et tout. Le mec, il est venu me voir. Il m'a dit, c'est qui chantait là? C'est toi? Je lui ai dit, bah oui, c'est moi. Il m'a regardé, il m'a dit, vas-y, viens mercredi. Ok. Mercredi, tu viens. Et ensuite, on va analyser ta voix. Et tu vas intégrer la chorale et tout. C'est à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit, en fait, bah peut-être j'ai vraiment une voix, en fait, qui sonne bien, quoi, tu vois. Ok. Et ça m'a beaucoup appris. La chorale m'a appris à maîtriser la tonalité de la voix, c'est-à-dire à faire des harmonies. Ouais, c'est ta formation en fait. C'est une formation de fou, mec. Ok. Formation de fou. Franchement, je pense que tous les grands chanteurs qui ont existé, ils ont une fois quand même fait la chorale. Tu vois. Est-ce que tu penses que ça... Moi j'ai l'impression que ça t'a influencé un peu parce que encore aujourd'hui, il y avait un côté gospel, non? Peut-être parce que dans ta musique, en tout cas aujourd'hui, on retrouve parfois ça. Les chœurs, les gospels, même parfois un côté un peu spirituel dans certains morceaux de ta musique. Spirituel, ouais. Est-ce que tu penses que ça te vient de ça, de la chorale? Oui, c'est sûr. Ouais. Je suis persuadé que c'est ça. Okay. C'est sûr et certain parce que la musique c'est très spirituel et la chorale m'a beaucoup appris ça aussi parce que dans la chorale on t'apprend à chanter avec. En fait, vous êtes beaucoup. Vous pouvez être 10 comme 15 comme 20. Du coup, chacun doit maîtriser sa voix, en fait. Et du coup, tu dois maîtriser ta voix jusqu'au point où ça doit bien coller avec les autres voix. Moi, ça m'a beaucoup appris, la chorale. Comment ça se passe aussi dans ta famille? Parce que, tu l'as déjà dit, mais ton père a été guitariste pour Koffi Olomidé. Ouais. Et on sait aussi que le Congo, c'est un grand pays de musique. Est-ce que toi, dans ta famille, quand tu commences un peu à chanter comme ça, t'en parles à ta famille? Est-ce qu'il te voit? Est-ce que ton père, du coup, qui lui-même est musicien, il comprend, il te soutient, pas trop? Comment ça se passe au début? Bah, je te cache pas, quand j'ai intégré la chorale, ma mère, elle était très contente. Parce que je faisais beaucoup de bêtises au Congo, tu vois. Ok. Elle était trop contente que je puisse aller au répète et tout, que je puisse pas passer ma vie, passer ma vie à faire des conneries. Parce que j'étais un peu, tu sais, le petit du quartier là, qui tout le monde connaît, il fait des bêtises, tu vois. Okay. Et ma mère, elle aimait pas ça. Du coup, elle me soutenait grave dans ça, tu vois. Carrément, il y a des moments où j'en avais eu marre de partir d'aller au répète à la chorale. Il venait à la maison voir ma mère pour lui dire que votre fils, ça fait une semaine, il est pas venu, c'est pas normal, faut qu'il revienne et tout. Et ma mère, elle me grondait, tu vois, pour ça. Et je trouve que ma mère, elle était pour. Elle était pour, mais mon père, il savait pas que je faisais de la musique. Parce que mon père, il habitait pas au Congo avec nous. Moi, j'ai grandi avec ma mère, tu vois. D'accord. Mon père, il était ici. Ce que tu disais, il faisait des allers-retours parfois. Mais... Voilà, parfois, il faisait des allers-retours, mais le dernier aller-retour qu'il avait fait, c'était en 2006. Okay. Après, je l'avais plus jamais revu, tu vois. Et ma mère, elle était pour. Mon frère, tu connais mon frère, il calculait pas. Mon grand frère,
Lui, il était là que pour me passer au tabac. Gros, il était là que pour me taper. Il voulait rien savoir. C'était un grand frère, quoi. Ah, mais lui, il était dur. Ok. Mon frère, il était vraiment dur. Hein. Ok. Je te cache pas, quand j'étais au Congo, je me rappelle d'aucun moment où j'ai rigolé avec lui, genre comme, Ok. comme un pote, quoi. Ok. Parce que aussi, il avait ce charge-là sur ses épaules, dans le sens où. Il n'y avait peut-être pas le père aussi, donc il devait Voilà, gérer beaucoup le de père, choses. il est pas là et c'est lui le plus grand, tu Ouais. vois. On a une grande sœur, tu vois, mais elle était jamais là, tu vois. Donc c'est-à-dire lui, il était le plus grand. Il fallait qu'il fasse en sorte qu'on soit bien éduqué, tu vois. Hmm. Et mon éducation que j'ai aujourd'hui, ça vient aussi de lui. Donc il était dur avec moi. Et lui, il s'en foutait que je fasse de la musique ou pas. Bon. Ouais, il avait d'autres choses à Ah, à gérer. lui. lui, il avait rien à foutre. Franchement, il en avait rien à foutre. Est-ce que même si, bon, je comprends que t'as pas forcément grandi avec lui, en tout cas pas au quotidien, mais le lien fort enfin, ton père était musicien, est-ce que il y a eu une transmission par rapport à ça? Est-ce que il t'a transmis quelque chose? Est-ce que tu penses que ça t'en a hérité quelque part? Oui, ça Ouais. vient de ses gènes. Ouais. Mon père, quand il a commencé la musique, il a d'abord commencé par être chanteur. Tu vois, c'était d'abord un chanteur. Et ensuite, il a appris à faire de la guitare parce que il m'a expliqué, il m'a raconté un peu son histoire. Il m'a dit, quand il a commencé, il faisait du chant. Il a dû arrêter le chant et apprendre à jouer à la guitare parce que dans son groupe, en fait, ils n'avaient pas de guitaristes, ils n'avaient pas de bassiste. Tu vois, il n'y avait pas de bassiste et tout. Du coup, le chef de son groupe, il lui a dit, à partir de maintenant, c'est toi qui vas jouer la guitare basse. Donc, Ok. tu apprennes. Et c'est comme ça qu'il a arrêté le chant. Ok. Et je pense que moi, je suis sa version un peu Ouais. améliorée dans le chant. Ok. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai pris ça sûrement de lui. Sûrement Ok. de lui. Tu l'as déjà entendu chanter ou pas? Oui, il chante pas mal. Car Ok. il a fini un album là. Il fait un album rumba. Ok. J'ai chanté dans son album. Ah, incroyable. Ouais, donc il y a maintenant une forme de reconnexion par Exactement, j'ai rapport à chanté la dans son musique. album. Ouais, à Ok. chaque fois, il m'appelait. Tu connais, des fois, je voulais vesquiller, mais il était là. Faut que tu viennes là, chanter là. Tu vois, Tu voulais vesquiller, je toi? voulais vesquiller fort parce que, mon daron, tu connais. En plus, c'est dur, il est trop dur. Quand tu chantes avec lui, gros, c'est vraiment Ah comme ouais. si tu étais. C'est là que je vois à quel point les anciens, tu sais, ils avaient cette vision de la musique assez différente de nous, parce que c'était vraiment le travail, quoi. Tu vois. Ouais. C'était vraiment le travail. Mon père, à chaque fois j'étais avec le studio, c'était quand tu rates une note, gros, tu recommences même 10 000 fois, frère. Tu vois, tu chantes et tu chantes jusqu'à ce que tu vas l'avoir. Et c'est comme ça, tu vois. Tu évolues quand même dans un univers qui est rap, même si t'es pas forcément un rappeur. Enfin, je sais pas comment toi tu te considères et je sais même pas si c'est à toi de te mettre une étiquette, mais en tout cas, tu collabores avec beaucoup de rappeurs, etc. T'es dans ce milieu-là. Et dans ce milieu-là, il y a beaucoup de gens qui chantent sans forcément être chanteur, tu Ouais. sais, grâce à l'autotune ou même pas. Et toi, j'ai l'impression que tu as une vraie formation en fait de chanteur. En tout cas, c'est ce que tu es en train de nous dire aussi. Tu vois que tu as vraiment appris à chanter. Comment tu vois le fait que maintenant tout le monde chante? Bah, il y a des points. Moi, je trouve que c'est un peu positif dans le sens où avant, ils étaient obligés de faire un appel à un vrai chanteur pour faire leur refrain. Et ça se trouve que ce que les chanteurs faisaient, c'était pas forcément ce que lui il avait en tête, tu vois. Et maintenant, grâce à l'autotune, il peut mettre ce qu'il a en tête en œuvre, tu vois, et pouvoir faire vraiment ce qu'il pense et vraiment faire ce que sa vision lui dit, tu vois. Et moi, je trouve ça très positif et très intéressant pour eux. Okay. Mais après, bon, comme on dit, des fois, c'est pas obligé, frère. C'est pas parce que, des fois, c'est pas obligé, tu vois. Des fois, c'est pas obligé. C'est pas parce que tu aimes la musique que tu es obligé d'en faire, tu vois. Oui. Tu peux aimer et juste écouter, tu vois. C'est bien. Après, tu vois, c'est peut-être méchant comme ça, mais. Non, mais c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'artistes. Après, moi, je suis un passionné, tu vois. Moi, je suis un passionné, donc moi, je blague pas avec la musique, moi. Tu vois, moi, je suis quelqu'un. Frère, je peux pas blaguer avec la musique. Ouais. Tu vois, pour moi, la musique, c'est quelque chose de très spirituel et on peut pas blaguer avec ça. Parce qu'avec avec la musique, tu peux inciter des gens à faire des choses bien comme des choses mal. Donc, c'est pas quelque chose avec qui tu dois blaguer. Si tu n'es pas fait pour ça, tu laisses. T'arrives en France à quel âge, toi? À 13 ans et demi. Ok, à 13 ans et demi, t'arrives ici. Comment ça se passe? Dans quelle mesure ta vie change? Est-ce que ça se passe naturellement ou est-ce que c'est compliqué au début? C'est un changement de vie, j'imagine? Ouais, au début c'est compliqué parce que au début c'est très compliqué. Quand je suis arrivé en France, franchement, j'ai pas aimé. Okay. La première fois que je suis arrivé, j'ai pas aimé parce que j'étais jeune, j'avais pas d'amis. T'avais le mal du pays? J'avais vraiment. Dis-toi, je suis tombé malade, frère, quand je suis arrivé. Okay. Le premier jour, je suis tombé malade. Ah ouais? Je voulais pas sortir de la voiture. J'étais malade et tout. Parce que j'avais pas d'amis, frère. Moi, comme je t'ai dit, au bled, je faisais beaucoup de conneries. Ouais. Donc j'avais des potes un peu partout. Donc, quand tu fais des conneries, t'es le mec populaire. Ah oui, populaire du quartier. Moi, ah ouais. Du coup, quand je suis arrivé, j'avais pas d'amis. J'ai vu
les enfants des 13 ans et demi, ici, c'était vraiment des enfants des 13 ans et demi. C'est-à-dire qu'ils partaient au city faire du foot. Alors que moi, à 13 ans et demi, au bled, t'as vu, je travaillais déjà. Ouais. Je faisais ma vie comme un adulte. Comme un jeune daron. Comme un jeune daron, tu vois. Je faisais ma vie bien et j'ai pas aimé. Mais après, c'était compliqué aussi au niveau de la famille. Parce que quand on est arrivé, mon père, il avait déjà une autre vie ici. C'est-à-dire, il avait une autre femme et d'autres enfants, tu vois. Des frères à moi. Mes frères et tout. Que tu connaissais pas? Que je connaissais pas du tout, que j'avais jamais vu. Ni leurs photos, ni quoi que ce soit. Et ma mère, c'était très compliqué pour elle, du coup. C'était très compliqué parce que... c'est drôle parce que... Je raconte ça, c'est très drôle parce qu'en fait, quand je venais d'arriver... Enfin, moi, quand j'étais au Congo, je pensais que... En arrivant ici... comme on nous vend l'Europe, tu vois, la France, t'inquiète. Moi, j'avais les vêtements, tu vois, beaucoup d'habits que j'ai donné à mes cousins. Parce que moi, je disais que vas-y, je vais venir en France, frère, et tout, il y a tout qui m'attend là-bas, frère. Je vais arriver, il y aura la Play, il y aura tout. Moi, j'aimais beaucoup la Play, PlayStation et tout. Il y aura tout, tu vois. En fait, quand je suis arrivé, gros, il n'y a que dalle. Gros. Ouais. Tu vois, en fait, il n'y a que dalle, il faisait froid, que dalle, mec. On est arrivé dans un hôtel, frère. Tu vois, c'était compliqué. Et après, au fur et à mesure, j'ai appris à apprécier ce que j'avais. Et aussi... ma mère, quand elle a commencé à taffer, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment commencé à vivre, quoi. Tu vois. Avant, du coup, tu étais dans la chorale au Congo. En France, comment ça se passe ton lien avec la musique? Quand je suis arrivé, il y avait Subliminal qui était sorti, de Maître Gims. Ouais. Il y avait également... album important. Il y avait également le projet de Stromae, je crois. Ouais, le premier ou le deuxième, je sais plus. Tu sais, là où il y a Papa Outé, là. Ouais, je crois que c'est le deuxième, c'est Racine Carrée. Racine Carrée. Je crois. Il y avait ça qui était sorti, il y avait pas mal de musique qui était sortie. Ouais, c'est vers 2013, c'est ça qui arrive? Exactement. Ok. Vers 2013. Et quand je suis arrivé, en fait, je suis tombé sur ça. Le premier son que j'ai écouté, j'ai vu à la télé, c'était Papa Outé de Stromae. Okay. Le lendemain, là, quand je m'étais réveillé. Du coup, ça m'a marqué, tu vois. Je me suis dit, en fait, ah ouais, ici aussi, en fait, ils font de la bonne musique, tu vois. Ouais. Parce que moi, j'ai écouté ce qu'ils faisaient ici, tu vois. Mais au bled, on est plus branché state que la France. Au Congo. Et c'est que maintenant qu'on commence à s'intéresser plus par ce qui se fait ici. Okay. Vu qu'il y a Internet, il y a TikTok, il y a un peu tout. Il y a beaucoup en plus ici d'artistes originaires du Congo. Exactement, en plus, qui viennent ici. Ouais. Donc c'est-à-dire on commence à beaucoup plus s'intéresser à ce qui se fait ici. Mais sinon, avant... Tu découvres en vrai le rap français un peu en 2013, quoi. Ouais, je découvre. Au bled, je connaissais La Fouine, Booba, tu vois. Mais c'était pas aussi approfondi, tu vois. Okay. C'est plus quand je suis arrivé que je découvre en fait le rap d'ici. Les chanteurs d'ici, j'aimais bien, tu vois. Ouais. Et moi, je me disais, bon, ça va, c'est bien, tu vois, mais ça me donnait pas... je me suis pas dit, ouais, moi, il faut que je devienne aussi chanteur comme eux, tu vois. C'est-à-dire, j'avais d'autres galères à gérer, frère. Tu vois, j'avais d'autres galères à gérer. Je devais trouver un collège, tu vois, je pensais pas forcément à ça. Et c'est plus vers 2015, quand j'ai commencé justement, quand cette passion m'est revenue, de la musique. Une fois que la vie était un peu plus calme, peut-être. Calme, voilà. Une fois que ça s'est apaisé, la passion de la musique m'est revenue. J'ai commencé à me buter encore plus de Michael Jackson. Okay. C'est-à-dire, je faisais des karaokés, moi, chez moi, à Vitry, parce que j'habitais à Vitry avant aussi. Chez moi, mes voisins, ils savaient qu'en fait, c'est moi qui chantais. Du coup, même quand je dérangeais la nuit, ils venaient jamais toquer. Okay. C'est que quand ils me croisaient en bas, ils me disaient, bon, toi, tu nous casses les couilles, mais vu que tu chantes bien, tranquille, on te laisse. Tu vois, je te jure, il y a une dame, elle m'a dit ça. Tu vois, j'étais à fond sur du Michael, T'es seul à ce moment-là? Tu chantes tout seul ou t'as des gars un peu avec toi? Il y a une équipe? Non, je chante tout seul. Okay. Je chante tout seul. En 2015, je chante tout seul. Okay. Et à cette époque-là, ce qui m'a redonné envie de me lancer justement dans la musique, c'était... j'étais à Vitry, j'étais avec un pote à moi. On était en train de se balader, normal. Tu sais, moi, j'étais branché sable depuis longtemps. C'est-à-dire, avec mon pote, on s'était dit, vas-y, on va faire un shooting photo. Comme ça? Avec un téléphone Samsung et tout. Okay. On trouve des endroits un peu stylés. Okay. Du coup, mon pote, il avait commencé à me filmer. Du coup, moi, j'ai chanté, en fait. Vu qu'on était dans un tunnel, moi, j'ai chanté. Et du coup, ça résonnait, du coup. Il y avait une dame qui était en haut, qui croyait que c'était la radio, en fait. Mais sauf que c'était moi qui chantais. Du coup, elle est descendue. Et mon pote, il a commencé à filmer. Elle m'a dit, chante et tout, tu chantes trop bien. J'ai chanté. Et à l'époque, j'avais mis la vidéo sur Facebook, tu vois. Okay. Quand j'ai mis la vidéo sur Facebook, c'était la première fois que j'avais eu autant de commentaires, autant de likes, tu vois. En fait, quand je suis rentré, mon père, il avait vu la vidéo aussi.
En fait, mon père, il venait de découvrir aussi mon talent, tu vois. Ouais. Il a dit, en fait, mon fils, il s'est chanté et tout, incroyable. Et moi, ça m'avait... j'étais en mode, en fait, putain, faut que je me lance. Tu vois, faut que je me lance. Donc cette meuf-là, inconnue, elle a joué un petit rôle dans ta carrière, quand même. Bien sûr, cette dame, franchement, cette dame, je sais pas, elle m'a jamais dit son prénom. Ouais. En tout cas, je pense qu'elle va se reconnaître. C'était à Vitry, en face de la mairie de Vitry. Bah écoute, voilà, si elle se dans un souvient. tunnel, là, j'ai chanté. Big up à toi. Ok. Justement, là, donc, Grande dame. tu postes cette vidéo, sur Facebook. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça part un peu de là-bas. Hein, parce que Instagram, c'est pas encore Instagram. Non, pas du tout. Il n'y a pas encore TikTok, etc. Donc, MHD, par exemple, racontait que son buzz, ça part de Facebook. Moi, je l'ai connu sur Facebook, quoi. Exactement. Son premier freestyle qui a vraiment tourné. Donc, c'est là-bas un peu que les premiers trucs viraux, ils tournent à l'époque. Toi, c'est un peu ce qui t'arrive à ton échelle. C'est à partir de là que tu te dis, vas-y, je peux faire quelque chose. Et est-ce que tu commences à structurer à ce moment-là, à sortir des choses? Parce que toi, tu as sorti Exord en 2022, mais entre 2015 et 2022, qu'est-ce qui se passe? Que tu commences à sortir des morceaux dont certains commencent à tourner, comme NSI, j'en parlais. Comment ça commence un peu à se passer, les premiers morceaux? Bah, à cette époque-là, j'avais pas les moyens du tout de me lancer dans la musique. Tu vois, j'étais encore un collégien, si je me rappelle bien. Ouais. Tu vois, j'étais à Orly, donc moi, je pensais, je me disais, j'avais une belle voix, mais il n'y avait pas de moyens, en fait. Et en fait, il y a un de mes producteurs, tu vois, parce que j'ai deux producteurs, c'est Brad et Rodrigue. Et bah, justement, Rodrigue, c'est mon grand cousin. Quand je suis arrivé en France, bah, j'ai la première maison où je suis allé, c'était chez lui. Quand je suis arrivé, je suis allé directement chez Rodrigue à Villeneuve-Saint-Georges. C'est-à-dire, dès que je suis descendu de l'aéroport, mon père, il est venu, il nous a récupérés de l'aéroport, on est parti à Villeneuve, et je suis allé chez Rodrigue. Tu vois, et lui, à l'époque, il était tombé sur cette vidéo sur Facebook, tu vois. Il savait pas que tu chantais à la base. Il savait pas du tout que j'ai chanté. Quand il est tombé sur ça... Tu l'as encore cette vidéo? Franchement, je pense que c'est dans les archives sur Facebook et tout. J'étais tout petit comme ça. Et quand il est tombé sur ça, il m'a dit, mais wesh, mais toi, tu viens tous les jours à la maison et tout, tu chantes jamais, en fait, t'as une belle voix de fou. Et à partir de là, il m'avait dit, bah, tu sais quoi, à partir de maintenant, moi, je suis ton manager. Voilà, au début, c'était mon manager. Il m'a dit, à partir de là, moi, je suis ton manager. Donc, c'est-à-dire, s'il y a des clips à payer, ou il y a des sons que tu dois enregistrer, moi, je serai là, je vais gérer. Tu vois. Il croyait en toi direct. C'est la première personne qui a cru en ce que je faisais, tu vois. Et à partir de ce moment-là, moi, je prenais pas ça très au sérieux. Lui non plus, d'ailleurs, je pense. Après, au fur et à mesure, moi, j'ai commencé à m'intéresser vraiment encore profondément, c'est-à-dire à commencer à écrire. Parce qu'à l'époque, même quand j'étais au lycée, j'écrivais. Parce que moi, j'étais matrixé quinri de ouf. Ouais, donc en anglais. En anglais, j'ai montré à la prof d'anglais. Elle me demandait de chanter devant elle pour savoir un peu quel flow j'ai pris. Du coup, elle me disait, c'est lourd, Madame Ndiaye. Ouais, big up à Madame Ndiaye. C'est fou, ça. Et elle me disait, ouais, c'est fort ce que tu fais et tout. T'avais un bon anglais? Franchement, je me débrouille pas mal. Okay. Je m'exprime bien. Je parle couramment. Ok. Ouais, elle me corrigeait. Elle me disait, non, là, t'as fait une faute d'anglais. Donc, c'est-à-dire, faut corriger le texte et tout. Et ensuite, j'ai rentré à la maison. Après, je me suis dit, en fait, j'ai eu une réflexion. Je me suis dit, en fait, écoute, je suis sûr que ce que je veux faire là, la musique que je vais faire, le style que je veux faire, au State, il y a sûrement un mec qui fait ça mieux que moi, tu vois. Et frère, je suis en France, donc il faut que j'essaie de ramener quelque chose de moi en France, tu vois. Il faut que je commence à chanter en français. J'habite en France, je suis pas un quinri, il faut que je fasse de la musique française. Et c'est là où tu changes. Et c'est là où je commence à écrire en français, je commence à apprendre et tout. Et en 2017, et aussi j'avais commencé à faire quelques séances studio avec Rodrigue, c'est-à-dire il payait des séances studio pour moi en 2017, à partir de 2017. Et il y a eu un autre producteur à moi, Brad, qui a intégré la team du coup. Et lui aussi, il a cru, tu vois. Lui, c'est quelqu'un de très sérieux. Donc ça veut dire, il voyait que je faisais de la musique, mais il attendait de voir si c'était sérieux. Il observait de loin un peu pour voir si est-ce qu'il est vraiment motivé, est-ce qu'il compte faire ça pour parce que t'étais jeune sa vie, parce que j'étais très jeune. Et quand t'es jeune, tu vois, quand t'es adolescent, des fois t'as des crises où t'as envie de faire un truc. Tu joues au foot pendant 6 mois, après tu fais autre chose. Exactement, tu vois. Et il était venu assister à un clip, franchement, un clip que j'avais fait avec Rodrigue à l'époque. Mon pire clip déjà, tu vois. Mais à l'époque, pour moi, c'était un truc de fou. À l'époque, pour moi, c'était un truc de malade. Et Brad, il était là, il était venu juste observer comment on travaillait. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il avait vu qu'en fait,
Nos ambitions, en fait, on était déter. Ouais, ok. Et il a parlé avec Rodrigue, il a intégré la team. Est-ce que tu mets, toi, une étiquette sur ta musique? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, bah, je fais du rap, et dans le rap, je vais faire de la trap ou de la drill. Ou sinon, il va dire, je fais du R&B. Ok. Moi, j'ai quand même le sentiment que ta musique, on peut dire R&B pour aller vite, mais c'est pas exactement ça. Parce Moi, que... je faisais de la trap soul. Ok. Je faisais Donc, de la trap inspiré soul. Bryson Tiller à l'époque? À fond, Ok. mec. À fond, à fond, Ok. à fond, à fond. Je faisais de la trap soul et c'était tellement différent. Et malheureusement, à cette époque-là, j'étais mal barré parce que c'était à l'époque où il y avait l'afro, en fait. Tu vois, il y avait l'afro, une guitare afro, tout ça. Ouais, c'est là où ça commence à péter. C'est à là où fond. ça commence à péter. Du coup, moi, j'étais vraiment... Personne ne comprenait ce que je faisais, mon gars. C'est-à-dire, Oui. j'ai fait des sessions du studio où l'ingé, il arrête de m'enregistrer. Il me dit, mais gros, qu'est-ce que tu fais? Personne ne va capter. Gros. Ouais. Change de style, je sais pas moi. Ouais. T'as une belle voix, rajoute un peu de la guitare afro et tout. Moi, j'étais pas corda. Parce que j'étais persuadé que ce que je faisais, c'était bon. Tu vois? Et c'était dur, frère, je te jure, c'était dur, gros. C'était vraiment très dur, Mehdi. C'était En compliqué. plus, les gens ils vont dire, ouais, frérot, tu viens du Congo, fais de l'afro, Fais de t'as les l'afro, rêves, fais de un frère. truc. Ouais, pourquoi vois, tu te fais chier en fait? Pourquoi tu te fais chier à Ouais. faire ça, tu vois? Mais sauf que, frère, moi j'ai grandi au Congo et l'afro, je l'ai écouté pendant toute ma vie, frère. Ouais. Tu vois, c'est nouveau pour vous ici, peut-être. Tu vois, Ouais. mais moi au Congo, gros, la guitare que vous mettez dans des sons là, mon gars, mon frère, il sait faire ça. Je l'ai écouté toute ma vie, j'ai vu mon frère faire ça. Ouais, Donc moi j'ai envie de faire autre chose aussi. Tu je vois? comprends. Mais sans perdre mon identité. Mais Ouais, mais justement, je trouve on retrouve ça. C'est pour ça que pour moi, tu es très seul, mais je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, tu as trouvé quelque chose où on voit, je trouve, tes influences, on voit de la musique congolaise dans ta musique, on voit que tu as écouté du rap, on voit que tu as écouté du R&B. Je trouve qu'aujourd'hui, tu arrives à synthétiser tout ça. Maintenant que tu le dis, tu vois, je me dis qu'en fait, je l'ai bien géré parce que c'est compliqué, tu vois. Parce que moi, j'ai beaucoup d'influence musicale. C'est-à-dire, j'écoute beaucoup de musique. Et quand, vu que j'ai une facilité à m'adapter, et quand tu écoutes beaucoup de musique, tu as envie de tout faire. Et le plus dur, c'est de savoir se canaliser. Tu Ouais. vois. Et là, je pense que là, ça va. Tu commences à faire ces morceaux-là, et il y a effectivement, je trouve qu'en 2019, un peu avant le Covid, il y a NSI notamment Exactement, qui ouais. sort. Et c'est là où je pense que tu as le plus de retours. Ouais, à ce moment-là. exactement, ouais. Comment tu vis ça? Est-ce que c'est le moment justement où tu commences un peu à trouver ton style? Et en plus, après, il y a le Covid, donc j'imagine que ça te met Ça m'a... Mais voilà, comment tu as vécu un peu cette période-là où tu dis, ah, je tiens un truc, et puis malheureusement, après, tout va être un peu ralenti? Bah, moi, je suis dans une mentale où, tu sais, je dis, chaque chose arrive pour une raison, tu vois. C'est-à-dire, quand j'ai fait NSI, j'étais vraiment centré sur de l'afro, tu vois. Ouais. Sauf que moi, je le savais profondément que je ne maîtrisais pas que de l'afrobeat. Je savais faire d'autres choses. Et j'étais même meilleur dans d'autres choses que de l'afrobeat, tu vois. Et le Covid est arrivé, bah, ça m'a calmé un peu dans le sens où j'ai un peu eu le temps de réfléchir à tout ça. Et je me suis dit, en fait, l'afrobeat, je vais le garder. Mais il faut que j'essaie de travailler quelque chose d'autre que j'ai déjà en moi et essayer de le pousser encore. Et ça m'a beaucoup aidé, justement, à pouvoir explorer Ouais, d'autres genres, d'autres genres et pousser encore Ouais. ce que je faisais au début, du coup. Tu vois. Ouais. Et NSI, ça a été un son énorme. Ça a été énorme pour moi parce que c'est là aussi que Flemme m'a connu. Parce que c'est Osiris Jack qui a découvert NSI à l'époque. Ah ouais, ok. Il en avait en parlé à Flemme. Ok. Et Flemme, c'est là que Flemme, il avait kiffé en fait. Il a dit, mais c'est qui ce mec? Ouais, qui est ce gars? C'est qui ce gars? Ouais. Tu vois? Et c'est un an après, il m'avait contacté et tout. Par rapport Ouais, à donc Fait divers, tu vois. c'est un morceau qui a changé ta vie en fait. Ça t'a Exactement. permis de rencontrer aussi. En tout cas, ça m'a rassuré. C'est-à-dire, j'étais rassuré du fait qu'en fait, je me disais que je m'étais pas trompé en fait. Ouais, Le chemin que je voulais prendre, c'était vraiment ça. Donc, il fallait que je continue, tu vois. je comprends. Il y a ce morceau-là, du coup, ses premiers retours. Et puis après, il va y avoir un projet, Exord, en 2022. Exactement. Ouais. T'as enchaîné, en fait. T'as fait 2022, 2023, 2024, en fait. Ouais, c'est ça, hein, je viens de me rendre compte. Ce projet-là, Exord, tu le fais comment? Est-ce que tu dis, ça va être mon premier projet? Est-ce que c'est juste à ce moment-là des morceaux que t'empiles et tu dis, il faut que je sorte quelque chose? Est-ce que t'as une DA, une idée particulière en préparant ce projet-là? C'est une bonne question parce que Exord, quand j'ai pris la décision de le faire avec mon équipe, bien sûr, on voulait faire un EP. Tu vois, on s'était dit qu'il fallait faire un. Parce qu'avant ça, j'avais enregistré beaucoup de morceaux. Ouais. Et on s'était dit, bon, écoute, avec tous les morceaux que tu as enregistrés, faut qu'on essaye de trouver un fil conducteur avec les morceaux qu'on va mettre dans l'EP, du coup.
et faudrait qu'on sorte un EP, tu vois. Et on était vraiment dans un truc où on a sélectionné les morceaux, on a rassemblé dans un EP et on l'a sorti. Ouais. Tu vois. C'est le premier projet. Premier projet. Et j'étais plus centré vraiment sur de la pop R&B, tu vois. Ouais. Pop R&B et hip-hop. Ouais. C'est à partir de ce moment-là que tu voyais que j'ai commencé vraiment à mélanger ces influences-là et à faire en sorte que ça soit moi, quoi. Ouais. Et après, donc, il y a ce projet avec Flemme. Donc, tu dis, c'est Osiris Jack qui te découvre, ouais, etc. Et là, c'est vrai que à ce moment-là, c'est une carte de visite, en fait. Parce que, tu sais, en plus, c'est le moment où Flemme, enfin, c'est encore le cas maintenant, mais on commence vraiment à connaître son nom. Ça commence à être un des producteurs stars du pays, en réalité, dans ce genre-là. Et tu vois, il est en balle, il est sur Tiakola, il est sur Freeze, etc. Et il se dit, vas-y, je vais sortir un projet avec un artiste que beaucoup de gens ne connaissent pas encore, Jay Brownie. Donc, c'est un événement, quand même, moi, je trouve. Et comment, toi, tu vis un peu cette sortie-là? Est-ce que je sais très bien que tu te rends compte de qui est Flemme à ce moment-là, mais est-ce que ça peut aussi être risqué pour toi parce que tu es un jeune artiste, tu fais un projet entier avec un producteur. Comment tu conçois un peu ce projet-là? Cette réflexion de j'y vais, j'en ai rien à faire, tu vois, je m'en fous, rien à perdre et tout, ça m'est venu après, tu vois. Okay. Mais au tout début, quand Flemme m'a proposé de faire ça, j'étais en mode, mes frères, non, moi je vais pas me l'aligner de ma DA, frère. Ouais. Je suis trop jeune pour ça. Bah oui, lui c'est un mec qui fait des trucs sombres. Il fait Freeze-Rel et tout. Le Moog il fait des sons méchants. Ouais. Et moi j'ai une voix douce, tu vois. Qu'est-ce qu'on va foutre ensemble? Ouais, frère. Mais t'as une voix douce, mais t'es gangster aussi. Non mais tu vois, comme d'ailleurs dans le R&B, parce que des fois tu sais on croit le R&B c'est trop un truc de, c'est pas que du love. Il y avait Nate Dogg à l'époque. Bien sûr, même Joe Desi à l'époque, c'est voyous. Exactement. Donc le R&B c'est aussi parfois des histoires, tu vois, et Nate Dogg bien sûr. C'est vrai. En fait le truc c'est quoi? C'est que moi j'étais pas corda parce que tu sais nous les artistes quand on a notre DA dans la tête, on a notre idée, une direction artistique, c'est-à-dire nous tant qu'on n'est pas allé dedans, tant qu'on l'a pas fait, on va rien entendre, on va rien savoir. C'est-à-dire, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, quand j'ai commencé à faire du son, je faisais de la trap soul. C'est-à-dire, c'était mélangé entre de la soul et du rap. Ouais. Donc là, je pense que c'est une opportunité pour moi, pour pouvoir continuer ce que je faisais avant et le pousser encore plus et voir ce que ça va donner avec quelqu'un. Et je me suis dit, écoute, let's go. C'est à partir de là, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Et puis, je fonce. Personne ne me connaît encore vraiment de ouf, tu vois. Même si j'avais sorti Exord et qu'il y avait un petit public, tu vois, mais c'était pas encore énorme. Je me suis dit, écoute, j'ai rien à perdre et puis on y va. Je me souviens, moi, de la sortie. Le projet il sort et je me souviens que moi vraiment je le kiffe et je vois que des gens le partagent, etc. Mais tu sais comment c'est aujourd'hui, c'est-à-dire que les morceaux ça sort les projets sortent toutes les semaines et puis même quand tu kiffes un projet, des fois ça peut se perdre un petit peu, tu vois, dans le flow de sortie. Et j'avais peur un peu que ça se passe comme ça et puis je vois après, tu sais, quelques mois après il y a un morceau qui pète. Je vais te... Et ça c'est un moment aussi, c'est un moment important parce que ça devient un hit. En vrai, je crois que ça part de Shazam ou TikTok, je sais plus. Exactement, Shazam, TikTok. Après... Voilà. Comment ça se passe justement, comment tu vis un peu ce truc-là, parce que moi j'ai l'impression que ça redonne une autre vie au projet. Exactement. À ce moment-là. Parce que le truc c'est quoi, c'est que le jour où on avait prévu de sortir le projet le 17 février 2023, et c'était le même jour que Hamza sortait son projet. Ok. Il y avait Ziak, je crois. Ouais. Hamza, Ziak. Et Flemme, il était un peu réticent. Il se disait, on a quand même bossé pendant 3 ans sur ce projet. Sortir ça avec des grosses têtes et tout, ça peut passer, tu vois, inaperçu et tout. Mais moi, j'étais là, moi, je l'ai rassuré. Moi, je lui ai dit, moi, je suis tellement persuadé du projet. Je lui ai dit, frérot, écoute-moi. Tu vois, faut réfléchir. T'as vu, les gens, quand le projet va sortir, les gens, ils vont aller écouter Hamza, Ziak ou peu importe pendant X temps. Mais ils vont pas qu'écouter que ça, frère. Tu vois, ils vont aussi vouloir aller découvrir d'autres choses. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que tu vas voir, ils auront écouté Fait Divers. Il a dit, t'es sûr et tout. Je lui ai dit, frérot, t'inquiète, fais-moi confiance. On sort le projet le 17 février. On s'est mis d'accord, on l'a sorti le 17 février. Et quelques mois plus tard, on a eu le succès de GTB, d'ailleurs. Ouais. J'étais dans mon parking, je marchais. Il y a un voisin à moi qui habite au 3e étage et tout. Bader. Il me croise, il me dit, mais gros, mais toi, je te vois partout et tout, sur TikTok et tout, il y a ton son qui tourne et tout, j'en ai marre, ça me saoule, ta voix commence à me casser les couilles. Je lui ai dit, mais comment ça? Tu n'étais pas au courant, toi? Tu n'étais pas sur TikTok? Je n'étais pas au courant. Je lui ai dit, mais comment ça et tout? Il m'a dit, vas-y, va sur TikTok, tu vas voir. Je suis allé sur TikTok, j'ai regardé, j'ai vu 10 000 vidéos sur le son. J'ai fait, mais quoi? Ouais. Mais non, ça va vraiment se faire, genre la carré là, le son il est parti.
20 000 vidéos, 30 000, 100 000. Je me suis dit, non, en fait, c'est trop. C'est comme ça que c'est parti. Et moi, je trouve que c'est juste... c'est la consécration au-dessus du travail que je fais. Et moi, c'est surtout parce que j'ai cru, j'étais persuadé que dans tous les cas, ce projet-là allait quand même faire quelque chose. Même si je ne m'attendais pas à grand-chose non plus, mais je savais que ce projet-là allait pas passer inaperçu comme ça. Est-ce que tu savais que ce morceau-là avait un potentiel ou tu as été surpris? Tu pensais pas forcément plus à ce morceau-là? Tu avais des gros feats en plus sur le projet et tout. Est-ce que tu savais que ce morceau-là ou... Bah, franchement, non. Au tout début, quand le projet est sorti, les sons qui prenaient le plus, c'était le feat avec Tchako. Ouais. Les feats avec Tchako cadenassés. C'est-à-dire, ça prenait le plus et tout. Moi, je m'attendais plus à ce morceau-là. Ouais. Tu vois. JTB, je savais qu'il y avait un gros potentiel dans ce morceau. C'est pour ça qu'on l'a clippé d'ailleurs. Tu vois. Mais je m'attendais plus à un tunnel vision. Tu vois, décisif. Tu vois. Et d'un coup, c'est JTB en fait. C'est ça qui est fou parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui disent la même chose que toi. Qui se TikTok, en fait, on comprend pas en fait. C'est les gens qui décident. C'est les gens qui décident pour c'est incroyable. Mais quand on a eu un gros succès TikTok, est-ce que parfois, tu sais, maintenant il y a plein de débats sur des artistes qui parfois peuvent faire de la musique en pensant à TikTok, en voulant être viraux, etc. Est-ce que toi, maintenant que tu as eu un TikTok, tu peux y penser? Est-ce que ça peut... Je sais que tu fais pas de la musique en pensant à TikTok, et d'ailleurs, la preuve, GTB, ça a été un tube, et tu pensais pas à TikTok. Et maintenant que tu as eu ce truc-là, est-ce que ça peut, tu vois, rentrer dans la tête? Un peu? Ouais, te dire, bon, on l'a fait, on a peut-être analysé, ça fait 1 an que c'est sorti, là, on a 1 an et demi d'expérience. Est-ce que ça peut rentrer dans la tête quand tu es au studio, etc. Parce que c'est tellement important aujourd'hui. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, je suis quelqu'un qui a grave les pieds sur terre, tu vois. Moi, même quand j'étais pété de fou, je me suis jamais emballé, tu vois. Okay. Je me suis toujours dit, c'est bien, mais il me reste encore beaucoup à faire, frère. Faut continuer. Et quand je fais du son, moi, je suis le genre d'artiste, tu vois, certes, la musique, c'est un art, tu vois. Mais c'est aussi de la musique, frère, tu vois. Et il faut penser aussi musique des fois. Et je pense qu'il faut plus penser musique qu'autre chose, même s'il y a l'aspect business qui rentre en compte, mais il faut d'abord penser musique, parce que si tu penses musique et que ça marche, bah t'as tout gagné parce que le business va s'ouvrir, tu vois. C'est ça le délire, moi je suis dans ces trucs-là. Michael, il pensait musique, je pense. Hein. Ah oui, il faut penser musique. Pourtant, il y a eu les plus gros tubes de l'histoire. Mec, c'est important, parce que... Non, je me dis non. Des fois, tu sais, les gens à côté, un peu, ils peuvent me dire les sons là, c'est sûr, ça va prendre sur TikTok. Moi, je déteste tellement entendre ça. J'aime pas du tout, parce qu'en fait, c'est plus de l'art, en fait. Parce que, gros, je me suis même rendu compte que mon son, il a pété, il a fait diamant et tout, ça a pété sur TikTok. Mais il n'y a pas vraiment grand monde qui connaissent DJ Brownie. Tu vois, donc ça veut dire que c'est bizarre un peu. Ouais, c'est un vrai succès, mais en même temps, t'es pas encore une giga star. Mais frère, si ça allait ensemble, bah, j'aurais eu, à cette heure-ci, frère, j'aurais eu au moins 1 million d'abonnés sur les réseaux et tout. Mais sauf que c'est pas le cas. Et j'ai vraiment envie de dire aux artistes talentueux de pas suivre ça, parce que même si les gens vont dire c'est mal placé, toi ton son il a pété là-bas, mais moi c'était pas calculé. Tu vois, c'était pas calculé. Certes, TikTok c'est bien, maintenant c'est de la promo, tu vois. Mais faut pas faire des sons et te dire que ouais, ça va aller sur TikTok, parce que c'est pas bon pour ta carrière. Et aussi, tu vas voir que les gens vont plus te connaître toi que les gens vont plus connaître ta musique que toi. Tu vois. C'est-à-dire, c'est pas bénéfique, tu vois, ouais, frère. C'est le risque, ouais. T'as un son qui tourne et les gens ils viennent à ton concert et tout, ils chantent que le refrain, frère. C'est l'histoire de Steve Lacy, par exemple, qui avait eu un énorme tube avec Bad Habits. C'est exactement les gens, ça. ils chantent qui ton refrain. Ouais. Tu vois, tu imagines, t'es là, le début du couplet, t'es là, tu blabla, tu chantes. Après, au final, dès qu'il y a le refrain, tout le monde s'affole, tu vois. C'est bizarre un peu. Ouais. Moi, je trouve, faut penser musique, faut faire de la musique. T'as vu, moi, il y a un mec que j'aime beaucoup, c'est Luigi, tu vois, le rappeur, tu vois. C'est le mec, son album, il a pété, je crois, 2 ans ou 3 ans après. Ouais, tu vois les chiffres de sa première semaine, tu parles de Tristesse Business, volume. Pas ouf, c'était déjà pas, c'était ok, hein. Mais voilà, et maintenant il est. Mais frère, parce que c'est ça qui est. Le mec, il a pensé musique, et là, il est platine ou disque d'or, je sais pas. Ouais. Parce que, en fait, c'est de l'art qui parle au bout d'un moment. Quand le travail est bien fait, ça se remarque, tu vois. Sur ce nouveau projet aussi, il y a des featuring, il y a des collaborations. Et il y en a un que j'aime bien. Alors, il y en a un qui m'a surpris et qui marche de ouf, on va en parler après, mais il y en a un que j'aime bien, c'est avec Dinos. Okay. Où vous reprenez, ou lui en tout cas reprend Cisco. Ça reprend la mélodie Cisco.
On sent que vous vous amusez aussi, et Sisqo quand même, parce qu'on parlait de R&B en te parlant, pour le coup c'est vraiment un mec qui a, c'est les années 2000 quoi, fin des années 90, même début 2000, ça a été énorme. Comment vous avez fait ce morceau-là? J'ai l'impression que vous êtes amusé. Parce que je trouve que dès qu'il y a des reprises un peu comme ça, des hommages, souvent les artistes, j'ai l'impression qu'ils se sont amusés en studio. On s'est trop amusé, c'était une dinguerie, parce que Dinos, moi je l'ai contacté, je lui ai dit frérot écoute, faut qu'on fasse moi j'ai une idée là, faut qu'on fasse un son comme dans les années 2000, c'est-à-dire un R&B, tu vois, les sons faut que ça soit R&B, mais R&B années 2000, tu vois. Il m'a dit ouais, j'aime bien ton idée et tout. Moi j'ai un son là, faut que tu t'ailles écouter et tout, ça s'appelle Tang Song, Sisqo et tout. Moi je pense qu'il faudrait qu'on essaye de s'inspirer de ça et reprendre un petit truc de ça, tu vois. Moi j'étais là en mode ah ouais, Tang Song, en plus c'était tu vois, c'était incroyable frère. C'était fou, c'était partout. C'est lourd, tu vois. Et il faut savoir que Dinos, tu vois, il compose un peu, tu vois. C'est-à-dire, il avait préparé quelques mélos qu'il avait ramenés au studio. Et il a ramené ces mélos-là. Il m'a dit, écoute, vu qu'on s'était mis d'accord et tout, j'ai préparé ça comme mélo, voilà. Après, il y avait les compos qui étaient là, qui ont poussé les trucs encore plus loin. Et moi, j'ai grave kiffé, en fait. Tu vois, j'ai trouvé que c'est... Moi, pour moi, ces sons-là, c'est un banger. Tu vois, c'est un banger. Et on n'a pas tout repris non plus. Non, à part la partie des Dinos, ouais, c'est ça. Les autres, tu vois, c'est différent. Tu vois, les autres parties, tu vois. Et moi, c'est ce que j'aime, en vrai. Est-ce que t'as quand même, parce qu'on a parlé de Michael, mais Michael, c'est pas un artiste R&B, même s'il en a fait, mais c'est un mec qui a tout fait, Michael. Ouais. Est-ce que toi, le R&B, c'est quand même quelque chose que t'as écouté? On parlait de Bryson Tiller, mais est-ce que il y a des gens comme ça que t'as poncé à un moment? Oui, quand je faisais ce projet, j'ai pensé beaucoup à Greg David. Ok. À Brandy. Le premier album de Greg David? Oui, premier album. Même il y a les sons Bully Man, 7 Days et tout. Ouais. Exceptionnel. Ah oui, incroyable. À Brandy. Son album Never Say Never. Qui est sorti en 98, je crois. Et aux mecs comme Chris Brown, The Weeknd, Michael. J'ai beaucoup écouté les artistes Naija aussi. Notamment un artiste qui s'appelle Victony, que j'aime beaucoup. Je trouve que ce qu'il fait, c'est incroyable. Et il y a Ruger, il y a beaucoup d'artistes. Il y a O'Malley. J'ai énormément écouté O'Malley. Énormément. J'ai kiffé trop ce qu'il fait. Et j'étais en mode, écoute, parce qu'en fait, il faut se ressourcer quand tu fais de la musique. Faut que, quand on dit qu'il faut se ressourcer, c'est pas qu'aller voyager dans un endroit perdu et ensuite tu crois que c'est comme ça que des inspirations vont venir. Ça tombe. Mais non, ça tombe pas, gros. Faut que tu ailles écouter. Ensuite, à force d'écouter, tu vas sortir un truc qui est unique à toi, tu vois. Ton propre truc à toi, c'est comme ça que ça vient. Tu vois, les artistes, en tout cas, moi, après, chaque artiste a sa manière de se ressourcer. Toi, t'as besoin d'écouter les autres. Moi, j'ai besoin d'écouter les autres pour me fixer aussi. Pour me dire qu'en fait, eux, ils faisaient ça, c'était de la qualité. Moi, faut pas que je m'égare, faut que je représente bien. Ouais, c'est genre un standard quelque part, enfin, un truc à atteindre. Ah oui, frère, en fait, moi, quand j'écoute un projet qui est sorti déjà, d'un artiste que j'aime bien, par exemple, je peux écouter son album, moi, je vais aller réécouter mes projets avant pour savoir si ça pue la merde ou pas, tu vois. Tu vois, c'est vraiment, je suis obsédé. Si tu fais ça avec Michael, tu te fais du mal, parce que je veux dire, tu te compares à des trucs, en fait, le truc, c'est quoi? Selon moi, si j'estime que bon, c'est bien ce que j'ai fait, comparé aussi, Michael l'avait fait, pour Michael c'est inégalable, c'est incroyable, mais faut que je me rapproche un tout petit peu, t'as vu, un tout petit peu seulement. Si je me rapproche un tout petit peu, pour moi, c'est bon. Ouais, je comprends. Ouais, c'est comme un basketteur qui a grandi avec Kobe. Ah oui. L'idée, c'est pas de faire comme Kobe, mais c'est un standard, en fait. Exactement. Je comprends. C'est un standard. Tu utilises ça un peu comme... C'est une motivation, tu vois. Ouais. C'est une motivation. C'est ta façon à toi de te pousser vers le haut et de te dire, écoute, moi, il faut que je fasse tout pour pas faire comme ce mec-là, mais en tout cas pour à peu près s'inspirer de son parcours et tout. Il y a un autre feat, et celui-là, il m'a surpris parce que vous faites pas la même musique du tout. Et je trouve c'est presque le feat avec lequel on a l'impression que tu as eu la plus grande complicité, c'est du JPK. Ah, incroyable. Ça passe pas, ça se voit, vous avez bossé ensemble. Et là aussi, tu vois, genre vraiment, c'est un artiste, Banner, qui est passé dans le code il y a quelques temps, mais vous faites pas la même musique du tout. Pas du tout, rien à voir. Comment est-ce que c'est toi qui l'as amené? C'est juste une rencontre et vous vous êtes dit, vas-y, on fait de la musique ensemble. Comment ça s'est fait tous les deux? Luigi, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Humainement, c'est un très bon gars. Ouais. Il fait partie des artistes tu as vu, par exemple, il avait un choix en Belgique, il a accepté que je fasse sa première partie, tu vois. Et moi, ça m'avait grave touché, tu vois. Je m'étais dit, vous ne connaissiez pas du tout à l'époque? Pas du tout.
il avait accepté que je fasse sa première partie. Je me suis dit, mais écoute, mais ce mec-là, c'est fou quand même. Et je suis allé là-bas. Écoute, j'ai fait sa première partie. Les gens ne me connaissaient pas forcément. Mais à la fin, il y a des gens qui m'ont demandé des photos et tout. Moi, j'étais choqué. Je me suis dit, en fait, il a un public de fou, ce mec-là. Moi, je pense que ce qu'il fait, c'est lourd. Je pense que moi, sur ce projet-là, Mélodie Céleste, vu qu'il y a des sonorités assez particulières et singulières, tu vois, je pense qu'il faut j'essaye de trouver un fil conducteur avec ce qu'il fait et le mien, mélanger nos univers et essayer de coller un truc. Parce qu'il est trop talentueux, lui. Et quand on est arrivé au studio, on était avec Louis, le compo. Louis, il bosse déjà avec le JPK, il bosse beaucoup avec lui. Et je me suis dit, écoute, on va faire, comment ça s'appelle, UK Garage. Ouais, on va faire un truc comme ça et tout. Et pour essayer. Après, j'ai beaucoup pensé à Fait divers pendant le morceau. Parce que, tu vois, notamment, j'ai rappé. Ouais, complètement. Au début de mon couplet, il n'y a rien, il n'y a pas de chant. J'ai rappé vraiment au tout début. Tu vois, je me suis dit, écoute, le frérot, il a kické comme un bâtard. Il est rentré comme un ouf. Il est rentré comme un fou. En fait, faut que je fasse un truc. Tu vois, faut que je fasse un truc moi aussi. Et ça m'a motivé en fait. Je me suis dit, écoute, moi aussi je vais rapper. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui est pour moi peut-être, pas dire la plume, mais en tout cas une des plumes qui, je trouvais, une des plus touchantes à l'heure actuelle. Et une des personnes qui écrit le mieux pour moi maintenant, c'est Zamdan. Qui est vraiment un artiste un peu à part, je trouve. Très à part, ouais. Et vous bossez ensemble. Vous avez fait, pareil aussi, une vraie collaboration. Et je trouve ça intéressant aussi parce que pareil, vous faites pas la même musique, mais je trouve là pour le coup qu'on peut vous rapprocher parfois sur une forme de mélancolie, de nostalgie, même vous avez de tristesse. Ouais, exactement, de tristesse. Même si votre musique, je veux pas envie parce qu'on dit beaucoup Zamdan il est triste, mais sa musique c'est pas que ça. Non. Et toi non plus en vrai. Toi aussi il y a des morceaux très légers parfois chez toi aussi. Mais là tu vois, je trouve que ça a du sens que vous collaboriez ensemble sur le papier et vous l'avez fait et ça fonctionne. Là aussi, comme tu dis, c'est toi qui as fait la tracklist, c'est toi aussi qui tu te dis, il me faut Zamdan sur ce projet-là. Comment ça s'est mis en place ? Oui, fort. Les feats, c'est moi qui a choisi et tout. Parce que mes producteurs, tu vois, ils s'immiscent pas dans... Ils font leur boulot, mais la musique, c'est toi, ils font leur boulot. Ils ont beaucoup, ils me conseillent beaucoup par rapport à ce que je fais. Des fois même lyriquement, c'est Brad qui participe beaucoup lyriquement. Quand j'écris, il écoute, il me dit non, je pense que cette phrase-là, faut la tourner comme ça, tu vois. Ils sont impliqués, tu vois, mais ils savent que ça reste ton projet. Ça reste ma musique, tu vois. C'est moi qui a la vision et qui va gérer, tu vois. Ils sont juste là pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible, tu vois. Et Zamdan... c'est bizarre parce que j'ai une anecdote qui m'a grave touché. Je partais en Allemagne faire un Colors, tu vois, et lui il avait déjà fait, il était déjà là-bas, tu vois. Et c'était dans la période où lui il était encore, il avait ses béquilles et tout. Il a eu un accident. Donc, il a eu un accident très grave d'ailleurs. Il boitait, tu vois, le frère. Et moi je sortais de l'aéroport, je partais vers la voiture, prendre l'avion et tout. Lui du coup il retournait à Marseille, je crois, à Paris ou Marseille, je sais pas. Du coup, moi, j'avais la tête baissée, tu vois, je marchais vers la voiture et tout. Je vois, il y a un mec qui vient me faire un câlin et tout, qui me dit « Oh, tu vas faire Colors, frérot ?» Non, c'est lourd, t'inquiète, sois à l'aise, l'ingé de là-bas, il déchire, il est trop fort et tout. T'inquiète, ça va bien se passer, stresse pas et tout. Du coup, moi, je vois, tu sais, il avait ses béquilles et tout. Et je lève la tête, tu vois, c'était Zamdan, tu vois. Je me suis dit, mais incroyable. Je me suis dit, en fait, le pauvre, il est en train de boiter, il a quitté, tu sais, de là où il était, il est venu me voir pour me dire ça, moi je m'inspire grave de ce genre d'humain parce que c'est un humain, tu vois. Et je me suis dit en fait, moi je suis plus dans la relation. D'abord faut que humainement faut que ça matche avant de faire un son avec toi, parce que le public le ressent quand c'est un son qui a été fait juste parce que voilà, vous êtes dit que peut-être ça va bien marcher ou quoi, tu vois. Et moi, vu que je me suis bien entendu avec Zamdan et j'aime beaucoup son univers musical dans la mélancolie qu'il a dans ses morceaux, je me suis dit qu'en fait lui et moi, en fait, c'est très logique, en fait. Il faut le faire, pour ce projet, en tout cas. Ce projet, justement, il va être disponible. Il s'appelle Mélodie Céleste. C'est aussi le titre du dernier morceau. C'est le premier single, mais c'est le dernier morceau du projet. Pourquoi tu l'as appelé comme ça ? On en a un petit peu parlé, en fait, le côté spirituel aussi. Exactement. Je pense que quand on écoute le projet, ça a du sens. Mais... l'album, je l'ai nommé comme ça parce que la mélodie, c'est quelque chose la musique, avant tout, c'est quelque chose de très spirituel. J'estime que tous les sons que j'ai fait dans ce projet, c'est un message que j'ai reçu
et qui disait qu'il fallait que je le fasse, tu vois. Parce que chaque morceau que je fais dans ce projet, frère, je me suis réveillé en sursaut la nuit. Ah ouais? J'avais des mélodies, mec. Si je vais sur les 15 pistes? Non, pas les 15, mais je pense plus de la moitié. Ok. Si je vais sur dictaphone, là, tu vas voir que j'étais dans les vapes et tout. Et je faisais des top lines de morceaux. Parce que je me réveillais en sursaut la nuit, tu vois. Je faisais des top lines, après je dormais en mode comme un fou, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, cette mélodie-là... Ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Je sais pas d'où ça vient. Mais si je dois dire d'où ça vient, moi, je dirais c'est les trop hauts et les très hauts qui a voulu que je fasse ce projet. Et c'est pour ça que je l'ai nommé Mélodie Céleste. C'est une mélodie qui vient d'ailleurs, pas d'ici. Voilà. Est-ce que t'as toujours vu la musique comme ça? Oui, ouais. Toujours vu. Parce que la musique, c'est... Tu sais, tu chantes, mais tu sais pas vraiment d'où cette mélodie, elle sort, tu vois. Tu sais pas d'où ça vient d'où, mais pourquoi ça te touche autant, pourquoi ça se transperce le corps comme ça, t'as des frissons des fois. Mais ça peut qu'être quelque chose de spirituel en fait. Parce que sinon, non, je vois pas de raison pour qu'une mélodie te donne des chairs de poule. Ouais. Tu vois. Tu vois, moi, c'est comme ça que c'est ma vision que j'ai de la musique. Djebroni, c'était un plaisir. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélodie Céleste, merci disponible, beaucoup. premier album. Et bravo. Merci Mehdi. À bientôt. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.